Hoe groot is de kans dat Nederlands meest gezochte crimineel Bolle Jos ooit zijn straf zal uitzitten in ons land? Ja, verder met nieuw beeld van de man van de €75.000 beloning. Begin mei lieten we u deze foto zien. U kwam deze Jos Leidekkers, bijnaam Bolle Jos, op de nationale opsporingslijst. Drugshandelaar Bolle Jos was al bijna 3 jaar van de radar verdwenen. Hij was verdwenen, want door een onderzoek van journalisten van het AD en Follow the Money weten we sinds vrijdagavond waar de meest gezochte crimineel van Nederland zich schuilhoudt in het Afrikaanse Sierra Leone. « 27 février 2024 à 14h37 dans le bunker d'Amsterdam. Prison à vie. Les mots du juge résonnent dans la salle fortifiée. Ridouane Taghi baisse légèrement la tête. Les Pays-Bas expirent. Enfin, le cauchemar est fini. Les monstres sont en cage, on va pouvoir dormir tranquille. 48 heures plus tard, Amsterdam, 3 heures du matin. Un homme sort de sa Tesla Model S, parking souterrain. Il tape le code de l'immeuble, sourire aux lèvres, il vient de fêter la condamnation de Taghi avec ses potes. On est enfin débarrassé de ces connards. 2 silhouettes surgissent de l'ombre. 5 balles. Exécution parfaite. L'homme s'effondre, son sang se mélange à l'eau de pluie sur le béton froid. Son crime ? Être le cousin du témoin qui a fait tomber un lieutenant de Taghi. Ah, on dirait que quelqu'un n'a pas eu le mémo. La Mocromafia est censée être finie, non ? Flash info, mars 2024, une grenade explose devant un commissariat d'Amsterdam. Avril 2024, un procureur trouve une tête de cochon devant sa porte avec un message. La prochaine fois, c'est la tienne. Mai 2024, fusillade en plein jour à Rotterdam, 3 morts. Des passants filment, les tueurs ont 19 ans max. Attendez, mais Taghi est en prison ? Ses lieutenants aussi ? On nous avait promis que c'était fini, que la justice avait enfin triomphé ? Breaking news, septembre 2022. Oui, vous avez bien lu, 2022. 2 ans avant le verdict, pendant que Taghi pourrissait déjà en cellule. La princesse héritière Amalia, 18 ans, future reine des Pays-Bas, ne peut même plus sortir de chez elle. Et pourquoi ? Parce que la Mocromafia a mis un contrat sur sa tête. Une princesse, en 2022, en Europe, et qui vit recluse parce que des narcos veulent sa peau. Vous réalisez un peu le délire ? On n'est plus dans la série Narcos, là. On est carrément dans Game of Thrones. Alors je sais ce que vous pensez. Mais t'exagères, c'est fini cette histoire, Taghi est en tôle, point final. Oh mes amis, si seulement. Parce que vous voyez, pendant qu'on applaudissait au tribunal, eh bien en fait dans l'ombre, un nouveau monstre prenait le pouvoir. Un fantôme que personne ne voit venir. Un mec qui fait passer Taghi pour un enfant de cœur. Et son nom, Jos Leidekkers, alias Bolle-Jos, alias El Presidente. Et le plus beau dans tout ça, même le plus ironique j'ai envie de dire, ce nouveau parrain de la Mocromafia, eh ben en fait il est 100% néerlandais. Fromage et tulipes. La Mocromafia dirigée par un batave pure souche, si ce n'est pas de l'intégration, moi je sais pas ce que c'est. Mais attention, ce changement de casting, c'est pas juste une anecdote. C'est le symptôme d'une mutation, d'une évolution et même d'une métastase, j'ai envie de dire. Parce que ce que Taghi a créé, c'était qu'une bêta, un prototype, version 1.0 du crime organisé moderne. Maintenant, on est vraiment passé en version 2.0. Et cette version-là, mes amis, en fait, elle menace des princesses, elle fait exploser des commissariats, elle contrôle le plus grand port de cocaïne d'Europe, et elle a 100 têtes qui repoussent quand tu en coupes une. 35 liquidations en 2024, après l'arrestation de Taghi. C'est plus qu'avant son arrestation. 110 tonnes de coke saisies à Anvers. C'est juste ce qu'ils ont trouvé, la partie visible de l'iceberg. Des grenades qui explosent dans des quartiers résidentiels, que ce soit en Belgique, aux Pays-Bas et peut-être bientôt chez nous.
Alors accrochez-vous, parce que ce que je vais vous raconter, c'est pas une histoire d'une victoire, c'est l'histoire d'une défaite. L'histoire de comment l'Europe a cru avoir gagné contre les narcos. Spoiler alerte, on a perdu. Février 2024, les Pays-Bas célèbrent « On a eu Tagui ». Pendant ce temps, dans une planque quelque part en Europe, Bolios compte ses millions. 200 000 € de prime sur sa tête, le nouveau recordman. Et il rigole, parce qu'il sait un truc que les autorités refusent d'admettre, c'est que la Mocro-Mafia n'est pas morte avec Tagui. Elle est même devenue immortelle. Prêt pour le cauchemar 2.0, alors on y va. Mais je vous préviens, après ça, vous regarderez plus jamais l'Europe de la même façon. Le 27 février 2024, à 15h42, une heure après le verdict, à la prison de Vogt, dans une cellule de haute sécurité, Ridouane Tagui fixe le plafond blanc. Une prison à vie. Game over, c'est fini. Mais dans sa tête, un sourire, parce qu'il sait. Il sait ce qui va se passer maintenant. Alors imaginez, vous avez une entreprise qui génère 500 millions par an. Le PDG se fait virer. Qu'est-ce qui se passe? Les vice-présidents se battent pour le trône. Sauf qu'ici, les réunions de succession, entre parenthèses, elles se font à la Kalachnikov. 48 heures, c'est le temps qu'il a fallu pour que l'enfer se déchaîne. Amsterdam Nord, QG informel de l'Empire Tagui. Les lieutenants se réunissent, ambiance électrique. Qui va reprendre? Comment on partage? Mohamed R, dit Mo de la Jamaïque, 150 kilos de muscles, bras droit de Tagui pour la logistique. Naoufel F, dit Naoufel, le cerveau, celui qui gérait les comptes offshore. Et puis, lui, Saïd R, le psychopathe de service, celui que même Tagui trouvait excessif. Je vous spoil encore une fois, la réunion se passe très mal. Mo de la Jamaïque propose un partage équitable, 33% chacun, logique, raisonnable, professionnel. Saïd R sort son flingue, bang. Mo s'effondre, une balle dans la tempe, le sang gicle sur la table de réunion improvisée. Quelqu'un d'autre veut négocier? Silence. Naoufel comprend vite. Tu te soumets ou tu meurs. Il choisit la vie, pour l'instant. Mars 2024, le mois du chaos. Les flics comptent les morts. 12 liquidations en 30 jours, du jamais vu. Même à l'époque de Tagui, on n'avait pas ces chiffres. Pourquoi? Simple. Avant, tu avais un seul patron, donc un seul empire et une seule hiérarchie. Maintenant, c'est un peu Fortnite dans les rues d'Amsterdam, Battle Royale, chacun pour sa tête, chacun pour soi. Rotterdam, le 14 mars à 11h du matin. Dans un café tranquille, des mamies qui boivent leur thé, des étudiants sur leur laptop. Une Audi RS3 s'arrête, 3 mecs cagoulés sortent, AK-47 en main. Ils arrosent la terrasse. Leur cible, Yacine L, ancien comptable de Tagui qui voulait monter son propre réseau. Bilan, Yacine est mort, 2 civils touchés et une petite fille de 8 ans frôlée par une balle. Vous comprenez un peu le niveau? On tire carrément dans la foule, en plein jour, devant des gosses. Les règles de Tagui, elles sont mortes avec son empire. Maintenant, c'est open bar, free for all. Mais le vrai problème, c'est pas la violence, c'est la fragmentation. Car l'empire de Tagui, il s'est divisé en 5 clans majeurs, avec 12 groupes intermédiaires, plus 30 cellules autonomes. Et chaque clan contrôle ses dockers au pont, ses chimistes, ses tueurs et ses routes. C'est beau l'entrepreneuriat, non? La start-up nation version narco. Le clan Saïder, les psychopathes, leur truc, la terreur pure. Tête coupée, famille ciblée, torture filmée.
Bref, eux, c'est vraiment une caste de tueurs. Le clan Neufel, les cerveaux, blanchimaux, crypto, investissements, ils préfèrent les billets aux balles, un petit peu les têtes d'ampoule. Saura qui saura. Le réseau Zwart Cobra, ou le Cobra Noir, les nouveaux jeunes, violents, sans limite, leur leader a 23 ans, 23. Les infiltrés, anciens flics, douaniers corrompus, ils connaissent le système de l'intérieur, les véreux. Le clan marocain, les traditionalistes, connexion directe avec le RIF, old school mais efficace. Et ça, c'est juste à Amsterdam. Parce que Rotterdam, c'est pire. Le port, le Saint Graal, 500 millions de tonnes de marchandises par an, impossible à contrôler. Chaque clan veut sa part du gâteau. Résultat, une guerre permanente pour chaque conteneur. Le 17 mars, un incident du Dock 47. Il est 3h du matin. 2 équipes différentes arrivent pour le même conteneur. 500 kilos de pure colombienne. Clan Saïd Air contre Zwart Cobra. C'est notre cam! Nique ta mère, c'est la nôtre! Les flingues sortent, fusillade sur les docks, les balles ricochent sur les conteneurs métalliques. Bilan, 4 morts, 3 blessés et 500 kilos disparus. Un 3e clan a profité du chaos pour tout rafler. Les flics, dépassés, complètement. Avec Tagui, ils avaient une cible, un ennemi. Maintenant, c'est une hydre mythologique. Tu coupes une tête, 3 en repousse. Un commissaire confié. Avant, on chassait un éléphant, maintenant on chasse 100 guêpes. Essaye de toutes les attraper. Mais attendez, le pire dans cette guerre de succession, ce ne sont pas les morts. C'est pas le chaos. C'est que pendant que les petits princes se battent pour les miettes, un nouveau roi a pris le trône en silence et dans l'ombre. Et lui, il joue dans une autre catégorie. En avril 2024, quelque part en Europe, un yacht de 50 mètres, un drapeau panaméen dessus et un homme qui bronze sur le pont, vous l'avez reconnu, Bollios. Il regarde son téléphone. Les infos arrivent. Nouvelle fusillade à Amsterdam. Il sourit. Laissez-les s'entretuer. Plus ils se battent, moins ils regardent ce que je fais. Ce que fait Bollios, il a compris un truc que Tagui n'avait pas vu. Pourquoi contrôler Amsterdam quand tu peux contrôler toute l'Europe? 200 000 € de prime sur sa tête, recherché dans 27 pays, invisible depuis 3 ans, et pourtant, son empire grandit chaque jour et à chaque heure. Comment? Vous allez halluciner. Imaginez un fantôme qui pèse 500 millions d'euros, ce que j'aimerais avoir sur mon compte, je vous l'avoue. Un homme que personne n'a vu depuis 3 ans, mais dont tout le monde parle. Un Néerlandais pure souche qui dirige la Mokro-Mafia. Jos Leidekers, lui, est né à Rotterdam. À ce moment-là, il a à peine 33 ans. 33 ans, c'est un millénial qui gère un empire de plusieurs milliards. Pendant que ses potes du lycée postent des selfies sur Insta, lui commande des assassinats via Signal. Le genre de mec qui pourrait être ton voisin sympa, celui qui t'aide à porter ses courses. Sauf que ce voisin sympa, c'est l'homme le plus recherché d'Europe. Bollios, El Presidente, ses surnoms sonnent comme une blague. Jusqu'à ce que tu réalises que ce clown a fait disparaître une femme. Définitivement. Et ça se passe en octobre 2019 à Amsterdam. Naïma Djilal, 55 ans, est une mère de famille qui gère un salon de coiffure. Une vie normale, tranquille. Un soir, elle ferme la boutique, il est 20h30. Les caméras la filment qui monte dans sa Toyota Yaris. Elle démarre, sort du parking, et puis, plus rien. Disparue. Évaporée, comme si elle n'avait jamais existé. Sa voiture, elle est retrouvée plus tard dans un champ. Son téléphone, dernier signal près du port. Et son corps. 7 mois plus tard, toujours rien. Pas un os, pas un indice. Naïma Djilal s'est volatilisée. En 2024, 5 ans plus tard, toujours rien. 5 années que Naïma Djilal s'est volatilisée. Ses enfants ont grandi sans elle et son mari a dû faire son deuil sans corps à enterrer. Le message de Bollios est clair. Je peux faire disparaître n'importe qui, n'importe quand, sans laisser de traces. Mais qui est vraiment ce fantôme? Comment un Néerlandais lambda devient le nouveau Pablo Escobar? Flashback des années 90.
Le petit Jos grandit à Rotterdam Sud, dans un quartier dur. Son papa est docker et sa maman est caissière. Il a une enfance plutôt normale dans un quartier qui n'est pas normal. Pendant que Taggy deal du shit, Jos observe. Mais lui, il voit un peu plus grand et toujours plus loin. Son premier coup, il le fait à 19 ans. Il convainc des dockers de perdre des conteneurs électroniques, cigarettes, alcool, petit business avec gros profit. Mais le génie de Jos, en fait, il comprend tout de suite le potentiel. Les ports, c'est là que tout se joue. Rotterdam, Anvers, Hambourg, les autoroutes de la coque européenne. En 2012, la rencontre. Bolyos croise la route de Taggy. Deux visions différentes. Taggy, je contrôle par la terreur. Jos, je contrôle par l'invisible. Ils s'associent. Taggy gère la violence. Jos gère la logistique. Le combo parfait. Mais Jos apprend, observe et il note chaque erreur de Taggy. Il est trop visible, trop violent et trop personnel. Quand Taggy tombe en 2019, Jos disparaît, pouf, évaporé. Les flics le cherchent partout. Dubaï, non. Maroc, non plus. Thaïlande, non plus. Le mec s'est volatilisé, mais son business, lui, continue de tourner à plein régime. La méthode Bolyos. Règle numéro 1. Jamais de violence gratuite. Tu tues que si c'est nécessaire. Proprement, discrètement, efficacement. Règle numéro 2. L'invisibilité totale. Pas de réseaux sociaux, pas de téléphone fixe, des communications via 15 intermédiaires minimum. Règle numéro 3. La corruption systémique. Pourquoi braquer quand tu peux acheter? Jos a des flics, des douaniers et des politiques dans sa poche. Règle numéro 4. L'internationalisation. Taggy pensait Pays-Bas, Jos pense monde. Ses connexions, elles sont hallucinantes. Il a les cartels mexicains qui lui donnent accès direct à la source, FARC colombienne avec des prix de gros imbattables. La mafia albanaise, distribution Europe de l'Est et Ndrangheta, blanchiment et investissement à Dubaï, centre névralgique financier. Le réseau de Jos, c'est pas une organisation criminelle, c'est une multinationale avec des filiales, des joints ventures, des partenariats stratégiques. Et Anvers, c'est son nouveau royaume. En 2024, au port d'Anvers, qui est le deuxième plus grand port d'Europe, 12 millions de conteneurs par an. Un labyrinthe de métal et de béton, impossible à surveiller entièrement. Le paradis de Jos. Et ces hommes, en fait, ils sont partout. Ce sont les grutiers qui oublient de scanner, les douaniers qui regardent un peu ailleurs, les chauffeurs qui connaissent les routes et les chimistes qui coupent la came. 110 tonnes de coke ont été saisies en 2023 à Anvers. Les experts estiment que c'est 10% du flux réel. Faites le calcul. 1100 tonnes qui passent par an par un seul port. Valeur marchande, 55 milliards d'euros. Le PIB d'un petit pays, contrôlé par des fantômes comme Jos. Mais le plus flippant avec Bolyos, c'est pas son empire, c'est plutôt sa méthode et sa vision. Il a compris que le futur du crime, c'est pas la violence, c'est plutôt l'infiltration. Tu gagnes pas contre l'État, tu deviens l'État. En mai 2024, un document confidentiel. Les services secrets néerlandais découvrent l'impensable, des élus locaux et des hauts fonctionnaires, des magistrats, tous sur la liste de paye de Jos. Le cancer a métastasé jusqu'aux plus hautes sphères. Un ministre belge démissionne, raison personnelle. La vraie raison, son fils dealait pour le réseau Jos. Chantage, corruption, game over. Aujourd'hui, quelque part en Europe, dans une villa moderne, avec une architecture minimaliste, une piscine à débordement, Jos regarde les infos. Amsterdam qui brûle, les clans qui s'entretuent et les flics qui courent partout. Il sourit, il verse du champagne dans 2 coupes, sa femme le rejoint. Officiellement, elle est morte en 2019. En vrai, elle bronze au bord de la piscine. Chérie, tu sais quelle est la différence entre Taggy et moi? Elle hausse les épaules. Taggy voulait être craint. Moi, je veux être invisible. On craint ce qu'on voit. On ne peut pas combattre ce qui n'existe pas. 200 000 € de prime, 27 pays qui le recherchent, 3 ans d'invisibilité totale.
Et chaque jour qui passe, son empire grandit comme un cancer, silencieux, mortel. Naïma Djilal n'a jamais été retrouvée. Et elle ne le sera jamais. Parce que quand Bolyos veut que tu disparaisses, tu n'as jamais existé. Il y a des lignes rouges qu'on ne franchit pas, même dans le crime organisé. Tu ne touches pas aux enfants, tu ne touches pas aux hôpitaux et tu ne touches surtout pas à la famille royale. Lol. Septembre 2022, la Mokromafia vient de réécrire les règles. Encore. La princesse Amalia Katharina Beatrice Carmen Victoria, 18 ans, héritière du trône des Pays-Bas, future reine, une ado normale qui veut juste aller à la fac, faire la fête, vivre sa vie quoi. Sauf que les services secrets interceptent des messages cryptés. Le sang leur glace dans les veines. La petite princesse, 500K pour qui la ramène, vivante de préférence. Pardon ? Une princesse ? On parle d'enlever la future reine là quand même. C'est plus du crime organisé, c'est une déclaration de guerre à l'État néerlandais et carrément à la monarchie, à tout ce que ce pays représente. Au palais, réunion de crise. Le roi Willem-Alexander, la reine Maxima, le premier ministre Mark Rutte, les chefs des services secrets. L'ambiance, imaginez un enterrement, mais en pire. Votre Majesté, nous devons évacuer la princesse immédiatement. Regardez le visage de Maxima. Une mère qui apprend que sa fille est une cible. Ses mains tremblent et le roi, lui, il serre les poings. La famille royale néerlandaise, intouchable depuis des siècles, réduite à trembler devant des dealers de coke. Mais pourquoi ? Pourquoi s'attaquer à la princesse ? 3 théories circulent. La première, le message. Si on peut toucher la princesse, on peut toucher n'importe qui. La théorie numéro 2, la pression. Forcer l'État à négocier. Libérer des prisonniers, alléger la pression policière. Et la théorie numéro 3, la vengeance. Réponse au procès Marengo. Vous touchez les nôtres, on touche les vôtres. Eh bien, félicitations, on est passé de Pablo Escobar à Game of Thrones. Winter is coming, il sent la coque. La vie d'Amalia avant-après. Avant, c'était juste une étudiante à Amsterdam avec des soirées étudiantes, vélo pour aller en cours, shopping avec ses amis. Bon, une princesse normale, quoi. Après, bunker royal 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, cours à distance, 0 vie sociale, garde armée partout, une prisonnière dans une cage dorée. Alors vous imaginez bien, vous avez 18 ans, c'est l'âge des premières fois, des découvertes de la liberté, et en fait, au lieu de ça, vous regardez vos amis sur Instagram vivre leur vie pendant que vous êtes enfermés parce que les narcos veulent votre peau. Un proche de la famille dira « Elle pleurait tous les soirs. C'est pas une vie pour une jeune fille. » C'est clair, princesse ou pas. Et ça dure combien de temps ? 1 mois, 2 ? 1 an et demi. 18 mois où la future reine des Pays-Bas ne peut pas mettre les nez dehors, dans son propre pays. Mais attendez, c'est pas fini. Parce que la princesse, c'était que le début. Mark Rutte, le Premier ministre. Octobre 2022, les services secrets captent de nouvelles conversations. Et le grand chef, celui à vélo là, on le chope quand ? Ça me fait rire. Le grand chef à vélo, c'est Rutte, le Premier ministre qui va au boulot en bicyclette, maintenant dans le viseur de la Mokromafia. Imaginez la scène, le pays des vélos où même le Premier ministre pédale tranquille. Et bien maintenant, le Premier ministre roule dans un convoi blindé, avec des motards, des 4x4, des hélicoptères en couverture. Et pour aller où ? À une réunion européenne ? À un sommet international ? Ben non, juste pour aller acheter son pain. Et l'impact, il est dévastateur. Pourquoi ? Eh bien en fait, les Pays-Bas, c'est quoi ? C'est la démocratie accessible, la monarchie proche du peuple, les dirigeants qui vivent comme tout le monde. La Mokromafia vient de tuer cette image. Un député néerlandais confié. Ils ont gagné, pas besoin de tuer qui que ce soit, juste la menace suffit. On vit dans la peur maintenant. Et dans les coulisses du pouvoir, les vraies discussions au sommet de l'État. On négocie ou on frappe ? Certains ministres veulent négocier. En secret, des deals, on vous lâche la grappe, vous touchez pas aux institutions. D'autres veulent la guerre totale, armée dans les rues, état d'urgence, couvre-feu. Le roi, lui, il veut partir, sérieusement. Exil en Espagne avec sa famille, laisser ce bordel derrière. Tu sais que ton pays va mal quand le roi veut se barrer. Sachez-le. Rappelez-vous de la Révolution française. Le roi aussi a tenté de se barrer. L'effet domino. Si la famille royale n'est plus safe, alors qui l'est ? Les juges sont déjà tous sous protection.
Les procureurs, ils ont des identités secrètes. Les journalistes, ils ont une autocensure maximale. Et les témoins, eh bien, c'est une espèce en voie de disparition. Même les flics flippent maintenant. Des commissaires refusent certaines affaires. J'ai une famille, désolée. Voilà ce qu'ils répondent. Et je peux les comprendre. Amsterdam, novembre 2023. Un père qui dépose ses enfants à l'école. Une école privée, de haute sécurité. Pourquoi cette parano ? Eh bien, c'est le fils d'un procureur du dossier Mokromafia. Une voiture passe lentement, vitre teintée. Le père blêmi. Il serre ses gosses. Fausse alerte cette fois, mais demain. Voilà où on en est. Donc, dans un pays où on laissait les vélos sans cadenas, eh bien maintenant les princesses vivent dans un bunker. La Mokromafia n'a pas juste importé la violence, elle a importé la terreur d'État. Version narco. Taghi menaçait des dealers, des témoins, des avocats. La nouvelle génération menace des princesses et des premiers ministres. Et la question, c'est plus jusqu'où iront-ils ? La question maintenant, c'est qui peut encore les arrêter ? Parce que pendant que les Pays-Bas tremblent, de l'autre côté de la frontière, à Anvers, c'est Hiroshima. Les Belges découvrent ce que Macromafia 2.0 veut vraiment dire. Et accrochez-vous parce que le pire est à venir. Anvers, le nouveau Rotterdam. Port d'Anvers, Belgique, donc comme je vous le disais, deuxième port le plus grand d'Europe. 235 millions de tonnes de marchandises donc par an, 12 millions de conteneurs, 65 km de quais. Un labyrinthe de métal où se joue le destin de l'Europe. C'est ici que la Mokromafia a déménagé son QG. Pourquoi ? C'est simple. Rotterdam, c'est trop chaud, trop de flics, trop de caméras, trop de pression depuis Taghi. Anvers, c'est open bar. Les Belges, ils sont sympas. Ils ont vu ce qui s'est passé aux Pays-Bas et ils se sont dit « ça n'arrivera jamais chez nous une fois ». Boum ! Mars 2023, grenade dans un quartier résidentiel d'Anvers. Une famille visée, message, payé ou cramé. Bienvenue dans le nouveau Anvers, celui où les grenades remplacent les lettres de rappel. Pourquoi Anvers ? Eh bien c'est simple, parce que Rotterdam, c'est 40% du trafic qui est contrôlé. Alors qu'à Anvers, depuis 2020, il n'y a que 5% du trafic qui est contrôlé. Les narcos ont fait le calcul. Plus facile de corrompre un port vierge que de se battre sur un territoire saturé. Résultat, en 3 ans, Anvers est devenu le hub de la coque européenne. En 2021, 65 tonnes saisies. En 2022, 89. En 2023, 110 tonnes saisies. Et en 2024, déjà 78 tonnes. En 6 mois. Progression, plus de 70% en 3 ans. Et ça, c'est ce qu'ils trouvent. Les experts estiment que 90% passent encore. Il est 4 heures du matin, Dock 47 à Anvers. Un conteneur arrive du Brésil, officiellement banane bio. 3 dockers s'approchent, ils connaissent le numéro, ils ouvrent. Derrière les bananes, 200 kg de poudre blanche. Temps de l'opération, 7 minutes. Valeur, 10 millions d'euros. Salaire des dockers, 5 000 euros chacun pour 7 minutes de boulot. Tu m'étonnes qu'ils soient motivés. L'effet ballon de baudruche. Tu serres Rotterdam, ça gonfle à Anvers. Tu serres à Anvers, ça explose à Hambourg. Tu serres partout, ça passe par Marseille. C'est le jeu du chat et de la souris. Sauf que la souris a 50 milliards de budget annuel. Les nouveaux acteurs à Anvers, c'est pas mal. C'est même plutôt du lourd. Nous avons Othman El Balouti, le baron d'Anvers. Il a 24 ans, les gars. Déjà 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et son truc, les Cocaine Labs, directement dans le port. Tu raffines sur place, gain de temps, gain d'argent. Younes, dit le fantôme, il n'a jamais été photographié. Contrôle 30% du flux. Ces hommes, des anciens militaires entraînés, disciplinés et mortels. Le clan Sky, les technologiques. Ils ont créé Sky ECC après la chute d'EncroChat. Nouveau système, nouvelles règles, indéchiffrables pour l'instant. La guerre des grenades. Entre 2023 et 2024, Anvers découvre un nouveau sport. Eh oui, le lancer de grenades. Janvier, 15 attaques, février 22, mars 31, avril 45. Et les cibles ? En fait, c'est les maisons de dealers qui sont concurrents, les commerces qui refusent de payer, les commissariats, eh oui, ils osent tout, et les voitures de flics.
Ça, c'est pas nouveau. Le 15 mars 2024, une grenade explose devant une école maternelle. Ça, c'est grave. Pourquoi ? Parce que le directeur avait viré le fils d'un dealer. Des gosses de 4 ans qui apprennent à reconnaître le bruit d'une grenade. C'est ça le nouveau Anvers. L'anversification, c'est un nouveau terme. Quand une ville bascule du côté obscur, eh bien nous avons tous les signes. Explosion hebdomadaire, corruption massive, no-go zone, justice paralysée, population terrifiée. Anvers coche toutes les cases. Un habitant du quartier Borgerhout qui dit « On ne vit plus, on survit. T'entends une moto, tu te planques. Une voiture qui ralentit, tu changes de trottoir. C'est Bagdad ici. » Le système d'Anvers, comment ça marche ? C'est une organisation quasi militaire. Niveau 1, les spotters, donc des gamins de 14-16 ans. Comme je vous le disais plusieurs fois, eux, 50 € par jour. Ils surveillent les conteneurs et notent les mouvements de police. Niveau 2, les extracteurs, les dockers corrompus, 5 000 par extraction. Ils sortent la cam. Niveau 3, les transporteurs, chauffeurs poids lourds, 10 000 € par trajet. Ils acheminent vers les labs. Les chimistes ensuite, les cuisiniers, ceux qui coupent, qui conditionnent, eux, c'est 50 000 € par mois. Les distributeurs, le réseau de vente dans toute l'Europe. Et les fantômes, les boss, l'invisible, les intouchables, les millionnaires. Mai 2024, dans le quartier des Diamantaires à Anvers, une Bentley explose. À l'intérieur, un homme d'affaires pourtant respecté, officiellement dans l'import-export. Officieusement, il blanchissait pour les Marocains. Il a voulu garder une trop grosse part. Le message est filmé. La vidéo circule. Une nouvelle signature de la Mocro-Mafia. Plus c'est spectaculaire, mieux c'est. Et les autorités belges dans tout ça ? Elles sont dépassées. Ils découvrent avec 5 ans de retard ce que les Néerlandais ont vécu. Un commissariat européen. Anvers, c'est Rotterdam en 2018. Dans 2 ans, ce sera l'enfer total. Mais le pire avec Anvers, c'est que c'est juste le hub, la plaque tournante. Et la cam qui arrive là, elle part où ? Eh bien, en fait, c'est simple. 30% pour les Pays-Bas, qui ont le marché historique, 20% pour l'Allemagne, qui est en pleine explosion, 15% en France, Paris notamment, 15% en Angleterre, malgré le Brexit, et 20% pour l'Europe de l'Est, qui est le nouvel Eldorado. Donc vous comprenez, la Mocro-Mafia n'est plus néerlandaise, elle n'est plus marocaine, elle est européenne. C'est un cancer qui se métastase à vitesse grand V. Taghi contrôlait Amsterdam, la nouvelle génération contrôle l'Europe. Rotterdam dépassé, Anvers déjà saturé, le prochain hub Marseille, Hambourg, Barcelone. 110 tonnes saisies à Anvers en 2023. Si c'est 10% du flux réel, faites donc le calcul. 1100 tonnes de coke par an, par un port seulement. Assez pour défoncer l'Europe entière, non pas une seule fois, mais 10 fois. L'hydre de Lerne, ce monstre de la mythologie grecque, eh bien en fait tu lui coupes une tête, c'est en repousse. Hercule d'ailleurs a galéré pour la tuer. Les flics européens, ils n'ont même pas commencé à essayer. Parce que la Mocro-Mafia version 2024, c'est exactement ça. Une putain d'hydre moderne. Voici le bilan post-Taghi. Donc, avant, empire unifié de Taghi. Il n'y avait qu'un chef suprême, 5-6 lieutenants-majeurs, des structures pyramidales claires, des zones d'influence définies et des règles établies bien entendu. Maintenant, avec cette hydre, il y a 15 chefs de clans majeurs environ, peut-être même plus, 50 de groupes intermédiaires, 200 cellules autonomes, territoire en guerre permanente et aucune règle. Félicitations les flics, vous avez transformé un dictateur en 200 mini-Staline cocaïnés. Bien joué! Amsterdam, juin 2024, réunion de crise. Autour de la table, Europol, la DEA américaine, les services secrets de 12 pays. Le chef d'Europol projette un organigramme. L'écran est noir de noms, de flèches de connexion. Messieurs, dames, voici la Mocro-Mafia. Aujourd'hui, silence. Un agent américain lâche « Oh shit, c'est quoi ce bordel ?» Les nouvelles têtes de cette hydre, eh bien, c'est selon les clans, comme je vous disais. Nous avons le clan digital avec les héritiers de Sky OCC, avec des nouveaux cryptogrammes,
Pas mal d'IA pour brouiller les pistes. Ils vendent la technologie aux autres clans. Ils ont environ 100 millions de chiffres d'affaires. Ensuite, nous avons les chimistes. Plus besoin d'importer, ils fabriquent des drogues synthétiques. Fentanyl européen dans des hangars en Pologne. Ensuite, nous avons la branche légale, avec des investissements massifs, immobiliers, restaurants, crypto. Ils blanchissent pour tout le monde. Les exécuteurs, quant à eux, ce sont les héritiers spirituels de Taghi. Violence pure, tête coupée, torture. C'est un peu le muscle de l'Hydra. Les corrompus, donc les ex-flics, ex-militaires, eux, ils connaissent le système, ils le retournent contre lui. Et les kids, génération TikTok, 15-20 ans, ultra-violents, sans limite, ils filment leurs crimes pour le buzz. Et l'international, albanais, nigérian, surinamais, tchétchène, l'ONU du crime. Et ça, c'est que les têtes visibles, hein. Combien d'autres sont encore dans l'ombre? Le nouveau modèle économique. Alors, Taghi vendait de la coke, point. Simple, basique. L'hydre de 2024, c'est Amazon du crime. Cocaïne, héroïne, MDMA, fentanyl, armes, humains. Quand je dis humain, je parle de la prostitution et de l'esclavage. Ouais. Les organes, bah oui, encore une fois, et des datas, avec les cartes bancaires, les identités, etc. Donc il y a une certaine diversification du portfolio. N'importe quel MBA serait fier. Nous sommes à Rotterdam le 15 juillet 2024 à 2h du matin. Il y a 3 clans différents, mais ils ont la même cible. Un entrepôt avec 2 tonnes de MDMA. Et là, ça part en fusillade. Oh, style Call of Duty, hein. Des grenades, des fusils d'assaut, des lance-roquettes. En pleine ville. Tout à fait. Tout est normal. Bilan, 11 morts. L'entrepôt en flammes et la drogue qui est détruite. Personne ne gagne et tout le monde perd. Et ça, c'est la nouvelle règle. Pourquoi c'est intégral? Parce qu'il y a un problème. La décentralisation. Plus de chefs à arrêter. Tu coffres un boss? 10 wannabes prennent sa place en 24 heures. Problème numéro 2, la tech. Nouveau cryptage toutes les semaines. IA, blockchain, ils ont 5 ans d'avance. Problème numéro 3, la corruption. Impossible de savoir qui est clean. Le ver est dans le fruit. Il est partout. Problème numéro 4, les frontières. L'Europe sans frontières. Super pour les vacances. Génial pour les narcos. Et numéro 5, la demande. Tant qu'il y aura des nez à poudrer, il y aura des dealers pour fournir. Un commissaire néerlandais à la retraite disait « On a perdu, faut être honnête. On gère les dégâts, c'est tout. » Et maintenant? Alors les scénarios sont divers et variés. Scénario 1, l'escalade totale, les narcos passent au niveau supérieur, attentats, prise d'otages massive, guerre ouverte. Scénario 2, la normalisation, l'État négocie en secret, zone de non-droit officialisée, une paix armée. Numéro 3, la militarisation, armée dans les rues, état d'urgence permanent, Pays-Bas, égale Colombie des années 90. Scénario numéro 4, la contamination. Le modèle s'exporte. Paris, Berlin, Madrid, l'Europe entière, mochromatisé. La vérité, c'est probablement un mix de tout ça. Ridwan Taghi, le petit de Vianen, il voulait juste réussir, vous vous souvenez? Mission accomplie, au-delà de ses rêves les plus fous. Il n'a pas juste créé un empire criminel, il a créé un système, une sorte de virus, une façon de penser. Wie praat die gaat? Celui qui parle s'en va. Ces 3 mots ont contaminé toute l'Europe. Amsterdam en 2024, les vélos ont des cadenas maintenant. 3 minimum. Les écoles ont des détecteurs de métaux. Les princesses vivent en bunker. Les juges travaillent masqués. C'est ça l'héritage de la mocromafia. Pas juste de la violence, mais une peur permanente, systémique. Et vous savez ce qui est le plus flippant? C'est qu'on n'est qu'au début. Parce que l'hydre, elle grandit chaque jour et chaque heure. Les gosses de 10 ans qui dealent aujourd'hui, dans 10 ans, ce seront les nouveaux Taghi. En pire, parce qu'ils ont grandi dans ce système. Et ça, c'est leur normalité. Alors voilà, c'est un peu ça l'histoire de l'après-Taghi. L'histoire d'une victoire qui était une défaite. D'un monstre qu'on a tué pour en créer 100. Et la mocromafia est-elle vraiment morte? Regardez par vos fenêtres. Écoutez les sirènes, comptez les grenades, vous avez votre réponse. Car quelque part en Europe, Bolyos, lui, regarde le soleil se coucher, avec toujours ses 200 000 de primes sur la tête et toujours introuvable. Il sourit, il lève son verre, et à mon humble avis, il doit dire
À Guy, tu nous as montré la voie. L'Europe a sa guerre de la drogue et on est certainement en train de la perdre. C'était Metz sur Empreinte criminelle. Ciao.